Les experts basket saison 2, épisode 13, ravi de vous retrouver sur Monaco Info en compagnie de notre consultant Ali Traoré. Bonjour Ali. Bonjour très cher. Est-ce que vous allez bien aujourd'hui en ce lundi ? Écoutez, ça va très bien, il ne fait pas très beau, mais j'ai le soleil dans le cœur à chaque fois que je viens à Monaco. Qu'est-ce que c'est beau Ouais, cette phrase. Il y a eu une très riche actualité basket durant cette quinzaine et on va tout de suite la débriefer. Comment ne pas parler, mon cher Ali, forcément du record de Mike James pour attaquer ce débrief. Il restait un petit peu moins de 3 minutes à jouer dans ce deuxième quart-temps de la rencontre face à l'Étoile Rouge de Belgrade, remporté 98-80, lorsque Mike James a fait son fameux signature move, ce petit sidestep, pour devenir le meilleur marqueur de l'histoire de l'Euroleague. On a vécu un moment historique à Gaston Médecin. Tout à fait, un moment d'histoire. Mike James qui en plus a utilisé la manière pour pouvoir battre ce record historique. Vous l'avez dit, avec son signature move, son sidestep. C'est vraiment une performance majeure. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est dur, parce qu'il faut de la régularité, de la constance. Il faut scorer quand même beaucoup de points. Je crois qu'on a 16 points de moyenne en carrière en Euroleague. Donc vraiment, pour que quelqu'un aille chercher ce record après, ça va prendre un petit peu de temps, je pense. Et donc cette victoire face à l'Étoile Rouge de Belgrade qui s'est dessinée avec, encore une fois, cette connexion que l'on voit de plus en plus entre Elie Okobo et Dante Hall. 14 points, 7 passes pour le meneur arrière français et 10 points à 100% au tir pour le marsupilami américain. Bien sûr, la fameuse connexion Okobo, Hall, comme vous voulez, c'est fantastique. Franchement, j'ai toujours dit, Dante Hall devrait donner 10% de son salaire à Elie Okobo. Mais effectivement, en plus d'être extra spectaculaire, c'est une connexion très efficace pour la Roca Team et ça permet de donner de la variété dans le jeu monégasque. Et la Roca Team s'en est aussi appuyée sur cette connexion lors de la victoire suivante à Berlin face à l'Alba. Un match où Monaco est passé un petit peu par toutes les émotions, notamment en première mi-temps. Ça a été très compliqué dans le premier quart-temps. Et ensuite, ils ont complètement explosé l'Alba dans le deuxième, 32-12 dans ce deuxième quart-temps. Oui, ils ont eu du mal à se lancer dans le match. Berlin, forcément, ils jouent le match de leur vie face à Monaco, en sachant qu'ils sont derniers. Je pense qu'il y a aussi un peu de décompression de Monaco qui est sorti d'un calendrier vraiment très difficile. En prenant tous les matchs. En prenant tous les matchs, ça fait 8 victoires d'affilée. Donc forcément, c'est un peu humain d'avoir un peu de décompression. Alors par contre, il y a une classe d'écart. Donc dès que Monaco a accéléré, ils ont fini le match comme il fallait. On a pu voir aussi plus tard, on en parlera plus tard sur la Coupe de France, où c'est un petit peu compliqué en ce moment. Mais bon, ça fait partie du basket. 41 points, encore une fois, de ce duo derrière. Okobo-James, quand il joue comme ça, il ne peut pas arriver grand-chose, on a l'impression, pour Monaco. Oui, c'est clair, quand les deux sont connectés, sont aware dans le jeu, effectivement, ça fait un one-two punch de très haute qualité. On n'oublie pas Jordan Lloyd qui fait des va-et-vient entre l'infirmerie et le terrain, donc c'est un peu compliqué aussi, mais c'est clair que quand ces deux-là sont à fond, et encore plus quand ces trois-là avec Jordan Lloyd sont très bons, ça donne une Roca Team très difficile à arrêter. Cela fait donc, vous l'avez dit, 8 victoires consécutives pour la Roca Team en Euroleague. Ma question, elle est simple. Est-ce que Monaco est la meilleure équipe d'Europe actuellement ? Alors, c'est l'équipe qui est clairement dans la meilleure dynamique. La meilleure équipe d'Europe, c'est dur à dire, parce qu'il y a quand même le Real Madrid et d'autres équipes comme le Panathinaikos, Barcelone, etc. Mais c'est clair que c'est l'équipe la plus chaude du moment, effectivement. J'aime bien ce terme. Il reste 5 matchs à disputer avant la fin de saison régulière. Et quand on regarde ce calendrier, il y en a 4 à domicile. On le sait, toujours face à des équipes plutôt du bas du tableau. Est-ce que Monaco peut tous les prendre, ces matchs-là ? Monaco peut tous les prendre, forcément. Alors, est-ce que Monaco doit tous les prendre ? Monaco doit tous les prendre. Là, c'est une meilleure question. D'accord. Alors, personnellement, je pense que oui, en sachant qu'à domicile, ce sont des équipes qui sont moins bien classées, même si, attention, c'est dangereux, des équipes comme Milan, des équipes comme Valence, qui sont des équipes qui défendent dur et qui font bien déjouer l'adversaire, peuvent créer un problème. Le Lasvel à l'extérieur, qui va mieux, qui va de battre Anadolu Efes, qui commence à avoir des résultats intéressants en Euroleague, mais clairement, au niveau du statut, Monaco doit prendre ses matchs, mais encore une fois, vigilance, parce que ça reste l'Euroleague, et ça reste la compétition la plus relevée en Europe.
pour sécuriser cette place, on l'espère, dans le top 2, être le plus haut possible. On va désormais évoquer la Coupe de France, où là, ça s'est un petit peu moins bien passé pour Monaco. Alors, c'était ce fameux top 8 à Trélazé, cette formule quart-demi sur 2 jours au même endroit. Et ça a commencé donc par une victoire en quart de finale dans une fin de match au couteau face à Nanterre. Oui, tout à fait. Alors c'était un match très très plaisant à suivre, mais c'était un match extrêmement offensif. Donc je trouve qu'actuellement Monaco a quelques problèmes défensifs. C'était le cas à Berlin qui a beaucoup scoré. Là c'est le cas maintenant avec Nanterre. On va en reparler, ce sera le cas avec Strasbourg. Monaco est passé par un trou de souris et après s'est fait cueillir. Nanterre a fait un gros match, notamment avec les arrières de Nanterre qui étaient très très bons. Benjamin Sen, Johan Bégarin, c'est son frère Jesse, et bien sûr Justin Billings. Donc ils ont énormément de mal à contenir les arrières nantériens. Finalement c'est passé au talent. Ouais. Et finalement, le match d'après, c'est pas passé. Parce que l'entame justement de la demi-finale contre Strasbourg a été catastrophique. Ce 13-2 d'entrée, je crois que vous l'avez dit, il y a presque 16 ou 18 points de retard dans le deuxième quart-temps. Et là encore, malgré le talent, malgré le run à la fin, là, ce n'est pas passé. Non, ce n'est pas passé. Alors Strasbourg a beaucoup mieux joué que Monaco, faut le dire, tactiquement. Et au niveau dans la stratégie, pour ralentir les arrières monégasques, Strasbourg a fait un super match. Donc Strasbourg mérite clairement sa victoire. Si Monaco avait gagné, pour moi, ça aurait été un véritable hold-up. Ça aurait été vraiment sur le talent individuel de ses joueurs. Mais collectivement, Strasbourg a su, défensivement et offensivement, ralentir cette équipe de Monaco. Voilà, passer par un trou de souris une fois, c'est bien. 2 fois, ça reste très très compliqué. Pour moi, il n'y a pas photo. Monaco méritait de perdre ce match. Et c'est donc Paul Lacombe qui ira voir Bercy avec Strasbourg pour, on l'espère, un titre. 30 points face à son équipe. Pour l'ami Polo. Sacré traître, ce Polo. Traître à la nation monégasque. Labelliser sa coupe ligne de fond, parce que vous savez que Ali Traoré a inventé le Yakou Spot, qui est le spot de Yacouba Ouattara à 3 points, mais Paul Lacombe a aussi son signature move et sa coupe ligne de fond. Et son surnom est coupé-décalé. D'accord. Pour les amateurs de danse africaine. Sans transition, du coup, si Monaco avait gagné cette demi-finale, faisons un petit peu de basket fiction, la finale à Bercy aurait eu lieu, enfin, de toute façon, va avoir lieu, le 27 avril, en plein milieu de la série de quarts de finale. Ça m'en fait tousser. de play-off d'Euroleague. Oui. Qu'est-ce qu'on en dit là-dessus? C'est un peu une hérésie. Alors, qu'est-ce que c'est la Fédé, la Ligue Là, pour le coup, c'est la Fédération. C'est pas la Ligue qui gère la Coupe de France, c'est la Fédération. J'ai envie de dire, on n'avait pas une aberration près. Ça aurait été encore hyper compliqué à gérer. Mais même là, même les quarts et demi placés entre un match de championnat, là, c'est un double week d'Euroleague. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 2 matchs d'Euroleague cette semaine, plus un match de championnat le dimanche. Ça fait beaucoup. Donc, on a compris que la priorité de la Ligue et de la Fédération n'est pas du tout d'arranger les clubs qui représentent le championnat en Euroleague. On l'a compris. Maintenant, il faut faire avec. Malheureusement, c'est comme ça. Il faudrait que dans les saisons suivantes, on essaie quand même de modifier ça sur le calendrier. Il faut qu'il y ait la volonté. Est-ce qu'il y a la volonté? Parce qu'à un moment donné, ça va faire c'est la 3e saison quand même. Il faudrait commencer à réfléchir, messieurs de la Fédé, pour être parfaitement complet. Comme d'habitude, il y avait aussi un match de Betclic Elite, et là, Monaco s'est imposé sur le parquet de Gravelines, 72 à 68 places au point d'Ali. On l'a un petit peu évoqué volontairement de façon très succincte. On va bien sûr revenir sur le record de Mike James, Ali, ce moment d'histoire, les 4455 points dépassés par l'Américain, qui a donc devancé désormais le Grec, la légende grecque Spanoulis. On l'a dit, meilleur marqueur de l'histoire de l'Euroleague désormais. Mais est-ce que ça veut dire que Mike James est donc le meilleur joueur de l'histoire de l'Euroleague désormais? Non, être meilleur marqueur et meilleur joueur, c'est 2 choses totalement différentes. Pour moi, il sera dans le débat s'il gagne encore mieux un titre avec la Roca Team. Parce que pour le coup, c'est son équipe. Il a rejoint l'aventure Monaco au tout début de l'Euroleague. Il y a de cela 2 saisons. Pour moi, gagner un titre avec Monaco, ça aurait toutes les valeurs du monde. Et là, pour le coup, on pourrait dire que c'est le GOAT, comme on dit, parce que justement, Monaco, c'est une équipe toute neuve en Euroleague. Donc forcément, quand vous êtes le patron de l'équipe et que vous faites gagner votre équipe au plus haut niveau, effectivement, là, son nom pourrait apparaître au niveau des meilleurs joueurs de l'histoire de l'Euroleague, clairement.
Comment est-ce qu'on doit le placer, justement, ce curseur pour définir les meilleurs joueurs de l'histoire de l'Euroleague? Est-ce qu'on doit se baser sur les stats individuelles, sur le nombre de titres gagnés? Je pense à Fabien Causer, notamment du côté du Real, qui en a gagné pas mal, mais qui a forcément moins d'influence parce qu'il y a un plus gros roster. Voilà. Comment vous estimez ça? Comment est-ce qu'on doit faire ce classement? À mon sens, c'est un mix des deux. L'un ne va pas sans l'autre. Il faut avoir une grosse individualité. Mike James, là, on le sait, meilleur marqueur de l'histoire de l'Euroleague, etc., etc. Et aussi avoir quelques titres. Voilà, Vassilis Spanoulis, pour moi, jusqu'à maintenant, c'était le GOAT. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, c'était le meilleur score de l'histoire de l'Euroleague. Et il a gagné, si je ne me trompe pas, 3 Euroleague, une avec le Pana et 2 avec Olympiakos. Donc, en plus, Olympiakos, il avait quitté le Pana pour aller à Olympiakos, où ce serait son équipe. Donc, à partir de là, voilà, pour moi, c'est un mix des deux. Et pour l'instant, Mike James a l'une des composantes et il lui manque l'autre. Donc, si j'attends qu'il gagne un titre avec Monaco. Il y a aussi Lamis Lucas qui a fait la même chose, mais dans l'autre sens, qui est passé cette année au Pana. On a l'impression, depuis l'an dernier, cette fameuse sortie nocturne de Mike James, et surtout, notamment cette saison, qu'on a un numéro 55 version 2, voilà, qui est beaucoup plus altruiste, qui sait choisir les moments entre scorer et faire jouer ses partenaires. Il est devenu on va dire, le maître de gérer le tempo d'un match cette année. Ouais, effectivement, cette soirée a été très, très rentable. Du coup, voilà, merci à l'établissement qui a permis, dont Terra le nom, qui a permis à Mike James avec 4 lettres. Quatre lettres, qui a permis à Mike James de se faire dégager de l'équipe puis revenir dans d'autres dispositions. Mais effectivement, le plus dur pour les joueurs très forts comme ça individuellement, qui sont capables de scorer comme lui au niveau des postes arrière, c'est d'avoir la balance entre le scoring et la passe. Et là, actuellement, j'ai l'impression qu'on assiste au prime Mike James, dans le sens où, comme l'a dit, il peut faire jouer ses coéquipiers et aussi scorer en même temps. Et ça, pour le coup, il faut pas que du talent, il faut aussi de l'expérience, surtout qu'on est plus porté sur l'attaque comme lui. Donc, oui, effectivement, actuellement, on a la chance de voir le Mike James Prime, comme Optimus Prime, si vous connaissez un peu. Bien sûr, j'ai la référence. Tout à fait. Mike James Prime doit donc être récompensé. Un journaliste grec a évoqué cette proposition de contrat qui serait potentiellement sur la table et proposée par les dirigeants monégasques. 3 saisons supplémentaires pour 9 millions. C'est le bon tarif. Si on se met côté Monaco, on doit absolument la faire, cette offre-là? À mon sens, c'est le tarif. À mon sens, c'est le prix. 3 millions d'euros la saison. Dans le sent où c'est le MVP incontesté. Monaco finit deuxième de l'Euroleague. C'est le meilleur marqueur, meilleure évaluation de l'Euroleague. C'est le MVP. Donc un MVP, ça se paye. En sachant que même avec ce salaire, ce ne serait même pas le salaire de Shane Larkin, qui a Canada les fesses et qui va même pas faire les play-in. Donc pour moi, c'est le juste prix. Si Monaco a les moyens, bon écoutez, je pense que oui. Les moyens, faut pas hésiter, faut le faire ce contrat, il n'y a pas de souci. Donc perso, ce contrat ne me choque point. Eh bien, affaire à suivre pour voir si l'ami Mike James va prolonger dans les prochains jours, les prochaines semaines et terminer probablement, puisqu'il avait dit que ce serait son dernier contrat qu'il allait signer, sa carrière en principauté. Place à la question du jour. Traversons une nouvelle fois l'Atlantique, Ali, pour parler bien des big men et de ce trophée. On sait, en fin de saison NBA, on décerne plusieurs prix. Le MVP, le meilleur joueur, le MIP, la meilleure progression, et donc le meilleur défenseur de la saison, où 2 Français semblent être les 2 meilleurs candidats. Du coup, la question, elle est simple. Wemby ou Rudy Gobert, qui pour vous va être élu meilleur défenseur de l'année? Alors déjà, j'ai envie de dire Cocorico, parce que c'est quand même 2 joueurs français, donc ça fait toujours plaisir de voir la France représentée à ce niveau-là, mais clairement, pour moi, ça doit être Rudy Gobert, parce que dans le sens où Wemby, individuellement, il a tout ce qu'il faut, mais comme je l'ai dit sur le débat Mike James, pour moi, le collectif prime, et Wemby, son équipe, sans lui sur le terrain, est la pire équipe en défense de la NBA. Exactement. Avec lui sur le terrain, un peu moins pire. Ça va un peu moins pire, ça va beaucoup mieux. Mais le problème, c'est que voilà, je sais que c'est pas sa faute, mais son impact sur le collectif n'est pas assez grand pour prétendre à ce titre. Alors, faire partie de la All-NBA First Team, pourquoi pas. Mais le défenseur de l'année, pour moi, ça va être le meilleur défenseur de la meilleure équipe défensive. Donc, pour moi, ça doit aller chez Rudy Gobert. Pour étayer vos propos, Minnesota, 106,6 points encaissés par match, meilleure défense de la Ligue. San Antonio, 119,8 points encaissés par match, l'une des plus mauvaises primes au collectif et donc aux Timberwolves.
Oui, tout à fait. Donc voilà, tout est dit dans les stats. Donc je pense qu'il n'y a rien d'autre à rajouter. Alors Wemby, il a déclaré récemment que Rudy devrait prendre son trophée cette année. Mais les prochaines années, ce sera pour lui. Et ben, je suis 100% d'accord avec lui. À partir du moment où les Spurs mettront une vraie équipe de basket autour de lui. Il y a eu des matchs assez fous de Wembanyama cette saison, notamment un triple-double à 10 contres. Cette nuit encore, il met 7 contres lors de la victoire face à Brooklyn. Par contre, si Rudy Gobert remporte un nouveau titre, ça ferait 4 et il rejoindrait un club très fermé puisque seulement 2 joueurs ont été élus 4 fois meilleurs défenseurs de la saison, Ben Wallace et Dikembe Mutombo. Ça place le bonhomme quand même. Oui, ça place le bonhomme. C'est clair que statistiquement, c'est l'un des tout meilleurs là-dedans. Alors sa personnalité est un peu clivante, donc il n'est pas super aimé. Donc du coup, on se rend pas compte. Notamment depuis le Covid. Voilà, depuis le Covid. Donc on se rend pas compte de la folie qu'il est en train de réaliser, Rudy Gobert. Mais effectivement, c'est absolument extraordinaire ce qu'il est en train de faire. Et ça va. Ouais. Quand il dit qu'il sera au Hall of Fame, là, s'il a un 4e titre de meilleur défenseur de l'année, effectivement, je ne vois pas comment il ne pourrait pas être au Hall of Fame. Wembanyama, c'est des actions spectaculaires, des contres haute altitude. Rudy Gobert, ça va être quoi? Plus de la dissuasion. Alors on le sait, il est capable, il tourne à 2,4 contre, je crois, cette saison aussi. Mais voilà, c'est un travail un peu plus de l'ombre en fait. Ça va être des aides défensives, contester, détourner des tirs. En fait, le truc, c'est qu'il n'a pas le talent offensif de Victor Wembanyama, parce que Wembanyama, il fait tout. Ouais. Il contre, il fait des rebonds, il fait des interceptions, il tire à 3 points, alors que Gobert, lui, c'est beaucoup plus, on va dire, pivot classique, dans le sens où il fait des pics, il va au rebond. Donc voilà, la différence, elle est clairement là. En tout cas, moi, je signe aussi pour un 4e titre de défenseur de l'année de Rudy Gobert. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Ali, merci infiniment. Bonne semaine aux commentaires. Combien de matchs? Oh, j'en ai 5 cette semaine. Ah, ok. Voilà. Bon, il n'y a rien d'autre à dire. On va vous laisser préparer vos fiches et réviser. Et puis nous, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission, Les Experts Basket.